Donc bonjour, Pierre Fiodo, donc je suis chargé d'investissement pour la plateforme de financement participatif Lita.co, donc qui est dédiée au financement de l'économie responsable. On permet de faire le lien entre des particuliers qui ont envie de donner du sens à leur épargne et des entrepreneurs sociaux donc, qui sont dans une démarche à impact fort et qui ont une maturité suffisante, donc qui ont déjà fait une preuve de concept et qui sont en capacité d'avoir une visibilité sur les 2 ou 3 prochaines années, en termes de clients et de prospects qui sont sérieux et identifiés. Donc du coup, dans cette présentation, donc c'est comment lever des fonds. L'objectif, c'est de vous expliquer ce qu'un investisseur recherche et surtout comment est-ce que l'entrepreneur doit s'y prendre pour le convaincre. Déjà, trouver le bon interlocuteur. Une fois qu'on l'a trouvé, comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce qu'on se prépare. Et une fois qu'on s'est préparé, comment est-ce que ça se passe derrière ça, comment est-ce qu'on négocie un pacte d'actionnaires, quelles sont les clauses à regarder, tout ce genre de questions qui peuvent sembler assez claires, qui souvent parlent de par leur intitulé, mais il y a énormément de choses qui se cachent derrière et on peut très facilement se faire avoir si on n'est pas attentif. Donc voilà, je vais essayer de vous aider à y voir plus clair. Donc il y a 3 phases qu'on considère dans une phase de levée de fonds. La phase de création, la phase d'accélération et la phase de développement. Ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que ça sert à rien d'essayer de trouver trop de fonds trop vite, parce que si on essaie de se financer sous forme de capital et qu'on lève, imaginons, 100 000 euros, mais que notre projet ne vaut rien, parce qu'on n'a pas encore fait une preuve de concept ni quoi que ce soit, et qu'il est valorisé 100 000 euros, en levant 100 000 euros, vous diluez déjà à hauteur de 50%. Vous n'avez plus que 50% de vos parts. Si vous avez un projet à impact, concrètement, la gouvernance, c'est un enjeu central, et vous vous retrouvez pieds et mains liés avec un investisseur qui ne représentera pas forcément vos intérêts demain. Donc nous, ce qu'on conseille, c'est d'aller petit pas par petit pas, et d'aller à la rencontre des interlocuteurs qui vous correspondent petit à petit. Donc ça protégera vos intérêts, ça favorisera une gouvernance qui est saine et ça vous permettra d'être plus crédible aussi auprès des investisseurs. Si vous allez chercher ici alors que vous n'avez pas encore de preuve de concept, vous pouvez vous discrédibiliser et c'est pas que ce sera un gros red flag qui sera au-dessus de votre tête tout le restant de votre vie, mais c'est mieux d'aller les voir le moment où le plus adapté. Donc dans la phase de création, donc un besoin de financement je dis 50-100, ça dépendra évidemment du projet. On a différents types de financement et différents types de besoins à ces phases-là. Donc la plupart du temps, on va avoir besoin de décaisser énormément de fonds pour assurer le développement, financer une innovation, acquérir un bail commercial. Bref, plein de choses qui coûtent cher, qui ne génèrent pas forcément des revenus immédiatement et sur laquelle du coup vous ne pouvez pas engager des investisseurs comme des créanciers par dette, où vous avez la nécessité de générer des flux de revenus réguliers pour pouvoir les rembourser, ou non plus aucun actionnaire ne sera en mesure de se positionner parce que vous ne générez pas de flux de revenus suffisamment réguliers pour qu'ils se disent « Ok, j'investis dans un actif qui vaut réellement quelque chose en date d'aujourd'hui ». Donc là, dans cette phase-là, vous pouvez avoir recours au love money. Donc le love money, c'est tous les gens qui vous entourent. L'idée ici, c'est de dire que si jamais votre mère ne croit pas dans votre projet, globalement, il n'y aura pas grand monde qui va y croire. Donc du coup, le crowdfunding, c'est un bon moyen de le faire, parce que vous n'avez pas forcément les moyens d'aller chercher tous les gens qui vous entourent. Donc crowdfunding donation ou donation avec reward. Donc là, le avec reward, c'est le fait qu'on donne dans l'espoir peut-être à un moment donné d'obtenir le produit. Donc ils font ça par exemple Ouais, c'est de la prévente, c'est du préfinancement. Ils font ça pour les jeux de société, ils font ça pour plein de types de biens différents. Récemment, un projet qu'on analyse en ce moment qui s'appelle Awake, qui faisait une campagne de crowdfunding au début que pour de la donation. Ils voulaient lever 20 000 euros. Au final, ils ont levé 400 000. Ils ont vendu 1200 montres éco-conçues par ce biais. Et aujourd'hui, ils visent un peu plus grand. Donc vous pouvez aussi avoir des bonnes surprises en ayant un peu de visibilité auprès du grand public, pas simplement vos amis. Il y a le prêt d'honneur, on en a parlé dans les autres conférences de ce matin, qui est une solution. Le réseau Entreprendre France Active octroie des prêts d'honneur. C'est des prêts à taux zéro qui ont un effet de levier auprès d'autres solutions de financement qui est assez important. Donc ça fonctionne un peu comme une garantie, c'est-à-dire que c'est le premier interlocuteur qui va croire dans votre projet et qui va lui permettre finalement d'avoir une plus grosse crédibilité auprès de tous les autres investisseurs. Les cigales, ils se sont présentés rapidement tout à l'heure, donc c'est des réseaux d'investisseurs.
très ancrés dans le territoire. C'est intéressant parce qu'ils prennent des risques souvent assez importants. Ils font confiance aux porteurs de projet, ils apprennent à le connaître. Donc ça vous laisse plus de temps. Les concours, ça vous offre de la visibilité, c'est gratuit. Vous pouvez obtenir des prix et vous pouvez aussi obtenir de l'accompagnement par ce biais. Donc c'est toujours intéressant. Les BPI aide publique, donc il peut y avoir BPI Innovation qui finance des premiers gros projets d'innovation au-delà de 50 000 euros, il me semble. Il faut avoir 2 années d'existence, il me semble aussi. Donc enfin, il y a des conditions spécifiques. Euh, le fonds de confiance, c'est une solution qui vous permet de financer le premier emploi. Si je me souviens bien, en fait, il finance 50% de vos frais à hauteur de 20 000 euros au tout début de votre projet. Et ils vous permettent aussi de trouver un employeur qui va vous employer et vous pourrez développer votre projet en entrepreneuriat. Je crois qu'ils financent les 50% restants. À voir, c'est ce que j'avais en tête, mais je ne suis pas sûr. Donc une fois que vous avez passé cette phase de création, qui est censée vous permettre de faire votre preuve de concept et d'avoir vos premiers clients et potentiellement de commencer à avoir un pipe de futurs clients que vous avez clairement identifiés, vous pouvez commencer à vous adresser à des acteurs donc de l'accélération, à lever plus de fonds. Donc là, vous pouvez commencer à avoir accès à des financements en action. Donc financement en action, c'est un titre propriété. Donc une personne qui ne va pas nécessairement vous demander de lui verser des fonds régulièrement, mais qui va être intéressée sur la prise de valorisation de votre société au fur et à mesure et qui a potentiellement une prise sur votre gouvernance. Donc en fonction des parts que l'actionnaire prend dans votre société, si jamais il prend plus d'un tiers par exemple de vos parts, bah, sur les assemblées générales extraordinaires, il aura la possibilité de s'opposer à certaines décisions majeures et stratégiques dans la vie de votre entreprise. Donc laisser un tiers, ce n'est pas forcément gênant. Laisser la moitié, ça commence à devenir vraiment perturbant. Donc si vous avez une société qui se valorise, disons, à 100, bah, il faut que vous fassiez votre calcul pour vous dire combien je peux lever au vu des parts que j'ai actuellement dans la société. Vous faites votre petit calcul, votre règle de 3, et vous voyez très rapidement quelle est la fourchette de valorisation sur laquelle vous allez pouvoir vous positionner avec l'investisseur. J'en reparlerai après par la suite, je rentrerai plus dans les détails. Donc les business angels, c'est super important. Vous pouvez les rencontrer dans ces premières phases, pendant les concours, etc. C'est des gens qui peuvent avoir une expertise sectorielle forte, qui ont aussi la possibilité de vous accompagner. Ils ne vous apportent pas uniquement des fonds et ils construisent beaucoup votre crédibilité. Donc avoir 1 ou 2 business angels dans votre secteur qui connaît du monde, qui a un gros réseau et qui a une grosse compétence technique, c'est pas primordial, mais c'est très fortement conseillé. En tout cas, nous, chez Lita.co, c'est quelque chose qu'on va très souvent regarder, puisque sur des projets un peu tech, sur lesquels on n'a pas forcément un analyste chez nous qui est en mesure de comprendre l'ensemble des risques, le fait de savoir qu'il y a un business angel qui est compétent dans le domaine et qui a déjà investi et pris des parts dans votre société, on va se dire, ok, ce mec-là, il sait de quoi il parle, ou cette femme-là sait de quoi elle parle, et donc potentiellement, ce risque technologique, il les a déjà identifiés, il les a déjà mesurés. Il y a d'autres solutions de crowd equity qui existent à l'heure actuelle. Nous, on est spécialisé dans le financement de projets à impact, et c'est le premier prisme par lequel on étudie les projets. Il y a d'autres plateformes qui existent, Anaxago, WeSeed, etc., qui n'ont pas forcément cette optique-là d'impact. Donc bon, c'est ce que je présente aujourd'hui en tout cas. France Active vous permet, dans cette phase d'accélération, d'obtenir des prêts participatifs aussi, donc sur des montants un peu plus importants. C'est du quasi fonds propres, donc ça a un effet de levier qui est aussi assez conséquent. Les taux d'intérêt sont relativement intéressants puisque le prêt participatif est une dette qui est plus senior que le crédit bancaire traditionnel. Donc c'est-à-dire qu'ils vont, donc non, c'est à l'inverse, ils vont vous demander un taux d'intérêt qui est plus important. Par contre, c'est sur le plus long terme. Donc bref, c'est des partenaires que vous pouvez avoir très rapidement dans le cadre du développement de votre projet. Les fonds européens, donc tout ce qui est agricole, éducation, etc., les gros projets politiques européennes, ils peuvent appuyer aussi votre projet. Je ne connais pas exactement quels sont les instruments utilisés, mais il y en a. Et le financement par dette, donc ça c'est plutôt pour des projets qui sont capables de prouver
leur modèle économique rapidement, donc pas des projets tech où il va vous falloir créer une visibilité à 4 ans et vous n'allez pas être capable de monétiser votre service. Ça, typiquement, le financement par dette ne vous sera pas ouvert. Par contre, si vous ouvrez un projet, je ne sais pas, je dis boulangerie solidaire par exemple, qui repose sur un actif où vous allez pouvoir générer des revenus assez rapidement, le financement par dette peut être relativement rapidement envisagé. Et les deux ne sont pas antagonimes. Enfin, vous pouvez lever des fonds par dette et par action en même temps, ça se justifie très souvent. Et ensuite, le développement, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là, peut-être toi dans le cadre de ton projet. Et donc du coup, là, c'est des fonds à impact avec lesquels on a l'habitude de travailler aussi. Et donc ils étudient tous les projets sous le même prisme que nous. Donc impact first, il faut toujours qu'il y ait un modèle économique qui soit pérenne derrière et qui assure la viabilité et la pérennité du projet. Donc Inco, c'est un fonds, ils ont 4 fonds spécifiques. Fitrust, c'est très social. Citizen Capital et Alter Equity, il me semble, assez généraliste. Mirova également. La CDC, après il y a des relations entre eux. La CDC abonde dans le cadre de fonds qui sont gérés par Mandarin Gestion et pour lesquels Comptoir d'innovation, nouvellement Inco, réalise les analyses. Donc il faut bien comprendre ces différentes imbrications, pas forcément nécessaires, ils vous l'expliqueront, et ça vous permettra de mieux positionner votre projet. Donc il y a différents types de besoins que vous allez financer, j'ai déjà partiellement évoqué, donc ça peut être soit le financement d'investissement en production, ça peut être le besoin en fonds de roulement. Donc le besoin en fonds de roulement, je ne sais pas si tout le monde est familier avec ça, mais c'est le fait que vous allez décaisser avant d'encaisser, et tout le temps qui s'écoule entre les deux, c'est-à-dire le temps de stockage, le temps où vos créditeurs ne vous payent pas. Tout ça, il faut le financer, et ça coûte relativement cher. Donc voilà, lever des fonds, ça peut être aussi envisagé pour ça. Et ça le sera toujours. En fait, tout le long de votre projet, le BFR sera un truc chiant à gérer. Accompagner ou accélérer le développement à l'international, donc c'est déjà une problématique sympa à gérer parce que ça veut dire que ça marche sur votre territoire. Et je vais passer relativement vite sur le reste parce que je pense que vous êtes tous à peu près au fait. Donc les outils des investisseurs solidaires. Donc ouais, le cœur du sujet, la plupart du temps, c'est de choper des fonds propres ou des quasi-fonds propres. Fonds propres, lorsque vous êtes une société commerciale, c'est en action, et quasi-fonds propres, lorsque vous êtes une association, par exemple, ça va être les titres associatifs. Lorsque vous êtes une coopérative, ça peut être les titres participatifs. Et les prêts participatifs constituent aussi des quasi-fonds propres, donc octroyés la plupart du temps par des banques solidaires, éthiques, type la NEF, etc. La NEF, France Active aussi. Bref, il y a différents interlocuteurs. Ce que je disais, un investisseur solidaire, il n'a pas vocation à déstabiliser la gouvernance de votre société. C'est pour ça que ce que je vous disais, quand vous levez des fonds, il va aussi regarder faire en sorte que vous ne soyez pas trop dilué et que vous ne vous retrouviez pas dans une situation complexe. C'est vous qui faites la valeur du projet. La plupart du temps, c'est vous qui portez sa vision. Et si on vous empêche ou on ne vous laisse pas les mains libres pour mener à bien ce projet, on a de grandes chances que ça ne fasse plus sens et que ça rime à rien, qu'il n'y ait plus de valeur. La durée de l'investissement qui est recherchée, c'est souvent à 5-7 ans. Il parlait tout à l'heure de capital patient. C'est souvent à horizon 7 ans, avec l'idée de dire que notre volonté, c'est pas que dans 6 mois, 1 an, vous vous retrouviez à nouveau avec des besoins de financement, mais plutôt d'accompagner dans la durée. En tout cas, sur des financements par prêt, c'est le cas. Et lorsque c'est un financement par action, c'est souvent des clauses qui vont être négociées pour que les investisseurs, en tout cas chez l'ITA, ça se passe comme ça par exemple, les investisseurs particuliers qui investissent dans votre société ont l'obligation de rester sur une durée de 5 ans au minimum au capital de votre société. Donc vous ne vous retrouvez pas non plus déstabilisé du jour au lendemain, juste après votre levée, parce qu'il y en a la moitié qui ont décidé de dire ciao, je paye mes vacances ou autre chose et j'arrête d'investir. Donc différents types de titres. Actions, j'ai quand même pas mal présenté, c'est des titres de propriété. Les obligations convertibles, donc c'est des obligations, donc c'est des titres de dette, de créances, qui sont octroyés à horizon de 5-7 ans, donc lorsqu'elles ne sont pas convertibles, c'est comparable à un titre de dette classique, sauf qu'il est émis par votre société. Et lorsque c'est convertible, ça veut dire qu'à la fin
de l'échéance. Une fois arrivé à l'échéance, l'investisseur a la possibilité de convertir ce titre, cette obligation, en action. Et ça permet notamment de repousser certaines problématiques, notamment la problématique de valorisation avec l'investisseur. Lorsque vous avez 1 an d'existence, vous ne savez pas forcément combien vaut votre boîte. L'investisseur n'en sait rien non plus, ce qui fait que c'est un peu un combat de coq, à savoir qui aura le dernier mot et si vous êtes en position de force ou non au moment de la négociation, ce qui ne fait pas sens. Et donc dans les faits, une obligation convertible peut permettre de laisser cette problématique-là plus tard dans le temps. Je vous laisse vous renseigner parce que c'est plus complexe que ça dans les faits. Le titre participatif, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des quasi-fonds propres, c'est-à-dire qu'ils sont plus risqués que de la dette, mais ils sont moins risqués que l'action. Donc si jamais la société fait faillite, on rembourse tous les créanciers d'abord, ensuite on va rembourser les créanciers de titre participatif et ensuite on rembourse les actions. Et donc c'est une très bonne garantie qui s'applique aux sociétés du secteur public, aux sociétés coopératives et aux sociétés d'assurance. Titre associatif, c'est aussi une solution pour financer une association. Donc là aussi, ça représente des quasi-fonds propres. Il y a un effet de levier qui est assez important sur cette typologie de financement. Et je pourrais rentrer plus dans les détails après si vous êtes intéressé. Le prêt participatif, je vous en ai déjà en partie parlé. C'est souvent à horizon de 7 ans. Et c'est une solution plutôt intéressante en début de vie du projet. Donc l'ouverture en capital, donc pour ce qu'il en est des sociétés commerciales, donc ça ne concerne pas forcément tout le monde ici. Le gros avantage que vous avez, c'est que vous n'avez pas forcément d'échéance, vous n'avez pas l'obligation de verser des dividendes régulièrement. C'est-à-dire que si vous réalisez des pertes pendant 3, 4, 5 ans et que vous êtes typiquement sur un projet assez tech, ce que je vous disais tout à l'heure, où vous pouvez avoir une forte incitation à créer de la visibilité, à créer une marque, quitte à ce que ce ne soit pas rentable. Et après, d'un seul coup, lorsque votre marque est forte, hop, vous monétisez votre projet. Ce qui fait que sur cette période de 3, 4, 5 ans de montée en puissance, le fait que vous n'ayez pas des échéances régulières à rembourser, ça vous donne un gros confort sur votre gestion et ça vous permet de faire à peu près ce que vous voulez avec ces fonds, même si l'actionnaire va quand même regarder comment vous gérez tout ça. Donc il y a un fort effet de levier aussi, c'est-à-dire que ça rassurera beaucoup de créanciers, le fait de savoir qu'il y a des investisseurs qui sont positionnés. Si jamais la société coule demain, ces actionnaires seront remboursés en dernier. Donc ça veut dire que si jamais vous investissez dans du dur, que vous êtes, je prends un exemple d'une foncière qui achète une habitation pour créer des logements sociaux, même si l'activité n'est pas forcément rentable et que ça ne génère pas le chiffre d'affaires et les résultats qui étaient prévus dans le cadre du business plan, concrètement, cette acquisition au début du logement, elle a une valeur. C'est un bien qui est relativement liquide. Si jamais la société fait faillite, demain je revends ce bien-là et je rembourse la totalité de mes créanciers. Par contre, si jamais il y avait un actionnaire qui était rentré au capital, qui avait mis juste 5 000 € sur les 100 000 € que coûtait le logement, lui, il y a très peu de chances qu'il retrouve ses billes. Donc l'actionnaire prend nettement plus de risques. Mais par contre, si jamais ça fonctionne très fort, il prendra une part de la plus-value générée. Donc bref, le financement action a ces avantages-là, donc pas contraignant pour l'entrepreneur en termes de remboursement et fort effet de levier. L'inconvénient, c'est que vous allez être dilué, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc vous perdez des parts de la société, donc du coup vous pouvez vous retrouver contraint dans la gouvernance. Le risque, donc ça c'est ce que je vous disais en introduction, je crois que j'ai un peu anticipé les sujets, c'est si vous levez trop d'un seul coup, vous vous retrouverez trop fortement dilué. Si vous valorisez trop fortement votre action au début et que vous vous dites putain génial, je l'ai entubé cet investisseur, il n'y a rien, mais en fait j'ai valorisé ça à 1 million. Si vous avez besoin de financement à horizon d'1 an, il n'y a plus personne qui sera dupe, il n'y a personne qui va vouloir acheter les actions à ce prix-là. Et l'investisseur ne sera pas content parce qu'il a fait une grosse moins-value. Vous avez perdu votre légitimité parce que vous n'avez pas fait votre BP. Bref, vous y perdez en fait au final. Business plan, pardon. Okay. Le plan d'affaires. Je suis désolé, il y a des jargons aussi. Une levée de fonds, ça se prépare à l'avance. On en parlait tout à l'heure avec une entrepreneuse. Si ça demande
dans les faits, 2-3 mois de passer l'ensemble des comités au sein des différents fonds, ou chez nous, par exemple, ça va demander un laps de temps de 2-3 mois avant d'arriver à la fin de la collecte. Dans les faits, vous avez besoin de vous préparer en amont. Vous allez devoir pitcher auprès d'un certain nombre d'investisseurs avant qu'ils s'engagent dans une phase qu'on appelle de due diligence, qui est une phase d'analyse plus avancée. Et dans cette phase de due diligence, vous allez avoir besoin de répondre sur un grand nombre de sujets pour faire en sorte que l'asymétrie d'information entre vous, les porteurs de projets qui connaissent votre projet, et les analystes du côté des investisseurs se retrouvent à peu près en face, en ligne, qu'il n'y ait plus trop d'incertitudes et que du coup on arrive a posteriori à présenter le projet en comité, qui soit validé, et ensuite à négocier le pacte d'actionnaires et la valo dans des conditions qui sont appréciables. Si vous faites très très mal ces deux phases-là et que ça va trop vite, là, ici, vous allez vous retrouver bloqué parce qu'il y a l'entrepreneur qui va dire ça vaut ça, l'investisseur qui va dire ça vaut ça, et le gap est tellement important qu'on risque de se braquer et ça ne se fera jamais. Donc, il vaut mieux réduire la symétrie, quitte à ce que vous perdez l'illusion de vendre votre truc super cher et qu'on soit sur quelque chose de réaliste. Et donc, les différentes phases, c'est ce que je vous disais, la préparation, moi en tout cas, ce que je fais avec les entrepreneurs, c'est que je leur demande toujours de m'envoyer très rapidement un plan de financement, une maquette Excel qui me donne un prévisionnel aussi sur au moins les 2 années à venir, ou l'année, si jamais on ne peut pas sur 2 ans, en mensuel, pour que j'ai une vraie vue des rentrées et des sorties d'argent tout au long du cycle d'activité de l'entreprise. Donc préparer une maquette à peu près propre. Il ne faut pas qu'elle soit non plus hyper complète, mais plus elle l'est, mieux ce sera. Un pitch deck, pas forcément très long, 10-15 pages, qui attise l'intérêt des investisseurs, qui vous permettent très vite cibler quels sont vos besoins et comment vous positionnez, quels sont vos besoins de financement. Et les statuts, tous les documents juridiques, les PV d'AG, ces choses-là où c'est pareil, ils vous seront demandés extrêmement rapidement, donc autant que tout ça soit bien clair et que vous ayez rassemblé ces documents avant de nous contacter. La préparation se fait et s'envisage en ayant en tête quel type d'investisseur on va aller chercher aussi, qu'est-ce qu'ils regardent. Ce que je vous disais, financement par dette, on va s'assurer la maturité économique du projet et sa capacité à générer des revenus réguliers sera quelque chose qui sera essentiel dans le cadre du projet. Financement en action, c'est plus sur un potentiel à plus long terme. Donc essayez de vous dire, tiens, je me mets dans les baskets de l'investisseur, qu'est-ce que lui il recherche, si jamais il représente une communauté dans le cadre de l'ITA, qu'est-ce que cette communauté recherche, et mettez vraiment en avant ces points-là dans votre dossier. Analyse de projet, due diligence, donc ça c'est très classique. La plupart du temps, les investisseurs vont toujours regarder la même chose, ils vont regarder l'équipe dans un premier temps. Comment est-ce que vous portez le projet? Enfin, il faut être capable de raconter cette histoire-là, de démontrer que vous êtes investi régulièrement dans le projet, que vous êtes allé voir du monde, que si vous êtes cassé la gueule une fois, 2 fois, 3 fois et que vous revenez une 3e fois, il ne faut pas le cacher. C'est c'est la vision du porteur de projet, sa stratégie, son modèle financier, son potentiel, la chaîne de valeur, évidemment l'impact pour l'ITA, mais pas forcément pour tous. L'impact et les critères ESG. On vous en a pas mal parlé ce matin, enfin les différents intervenants. ESG, c'est environnement, social et gouvernance. Donc là, c'est comment est-ce que vous mettez en place votre relation client, votre relation fournisseur, comment est-ce qu'elle est encadrée aussi, d'un point de vue environnemental, si vous mettez en place du zéro déchet, plein de choses comme ça. Mettez-les en avant, ça démontre un engagement et ce sera toujours rassurant pour l'investisseur. On n'est pas forcément en mesure au tout début de démontrer des critères d'impact extrêmement précis, parce que ça demande du temps et souvent des ressources. Mais par contre, tout ce qui peut vous mettre en valeur et démontrer votre engagement, c'est le moment de le mettre en avant parce que ça vous sera demandé. L'aide d'intention, c'est pas forcément nécessaire, mais lorsque vous essayez d'aller chercher des fonds auprès de plusieurs interlocuteurs et qu'il y en a un qui est très enclin à investir et qui dit j'investis, mais j'aimerais bien qu'il y ait d'autres investisseurs parce que je n'irai pas tout seul. Il y en a beaucoup qui vont vous dire ça à chaque fois. Donc s'il y en a un qui vous dit moi je crois dans votre projet, faites-lui signer une lettre d'intention, chopez un modèle, je pense que sur internet il y en a, et faites en sorte que ce pseudo-engagement de l'investisseur,
il soit démontrable et que vous puissiez le mettre en avant auprès d'autres investisseurs. Négociation financière, donc il faut que vous soyez préparé sur ces sujets-là. Faut pas non plus tout savoir. Ça sert à rien parce que c'est pas vos compétences, elles sont certainement ailleurs qu'en finance et on le sait bien. Mais le fait de connaître un minimum de choses en finance d'entreprise, ça permet d'avoir un dialogue qui est très fluide avec l'investisseur, souvent de le convaincre plus facilement et de parler le même langage. Donc il y a certains bouquins qui ne coûtent pas forcément très cher, qui sont assez synthétiques, qui peuvent enfin sur un week-end, le fait de lire ça avant sa levée de fonds, c'est franchement pas un investissement en temps qui est à laisser de côté. Négociation juridique, je suis vraiment pas un expert. Si jamais vous vous sentez que la relation est un peu complexe avec l'investisseur ou quoi, et l'investisseur a toujours au moins une personne qui est à même de traiter ces questions-là, c'est toujours bien d'avoir un interlocuteur en face qui parle le même langage, parce que c'est très complexe. Moi, j'y comprends personnellement pas grand-chose, pas toujours grand-chose, et c'est très fin. Donc voilà, un investisseur impact, son but c'est pas de la faire à l'envers à l'entrepreneur. C'est vraiment pas l'objectif, c'est ce que je vous disais. Mais dans les faits, c'est toujours bien d'avoir un avocat qui relie ça. Le closing, donc c'est la clôture, c'est le moment où on signe, c'est le moment où c'est génial. Et juste après, les étapes ultérieures, c'est ce que je vous dis, il va certainement y avoir un conseil de surveillance qui va se mettre en place et qui va donner une place à ces investisseurs dans votre board, donc que ce soit sous la forme d'un conseil d'administration ou sous la forme d'autres organes de gouvernance. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que le fait d'avoir un investisseur en action à votre capital, ça engendre aussi certains devoirs en termes de transparence, etc. Donc il va falloir que vous soyez à même, sous la forme d'un reporting, même simple, de faire des retours au moins semestriels à l'investisseur pour qu'il soit en mesure de suivre vos résultats et pourquoi pas de vous accompagner et de vous aider si jamais vous avez des besoins. Nous, par exemple, chez Lita, on a besoin aussi de communiquer les résultats auprès de la communauté d'investisseurs, que ce soit les résultats d'impact ou les résultats financiers. Donc c'est une nécessité dans notre cas. Dans le cadre du pacte d'actionnaires, donc il y a un certain nombre de sujets qui vont devoir être encadrés. Il y a les sujets de gouvernance, c'est ce que je vous disais, donc quelle place on laisse à l'actionnaire dans notre société, comment est-ce qu'il s'insère dans la vie de votre entreprise. Il y a diverses clauses qui vont vous permettre d'avancer dans la négociation avec l'investisseur. Donc ces clauses-là, elles portent des noms qui font peur, mais qui, dans les faits, sont relativement simples. Clause de préemption, c'est le fait de dire que l'investisseur, lorsqu'il rentre au capital de votre société, s'il y a une prochaine levée de fonds, il aura le droit d'abonder dans le cadre de cette levée de fonds en priorité pour éviter de se faire diluer, donc de perdre des pourcentages dans la société. La clause de ratchet, par exemple, c'est ce dont tu mentionnais tout à l'heure. On peut faire appel à des bons de souscription actions, par exemple. Donc c'est management package, c'est comme ça qu'ils appellent ça dans les films. Et c'est en gros, ce qu'on dit, c'est que lorsqu'on n'arrive pas à s'entendre sur un montant de valorisation, et lorsque l'investisseur n'est pas très sûr sur la capacité du management à atteindre ses objectifs sur son business plan, donc les chiffres qu'il annonce pour les 5 prochaines années, et eh bien, on peut dire on valorise la société à 100 000, et si jamais tu atteins les résultats disons à hauteur de 85% de telle année, telle année, telle année, eh la valorisation passera à 120 000. Donc je dis ça, c'est un exemple très simple, mais c'est un peu ça le principe. Et donc ça peut permettre de dénouer certaines négociations où on marche sur la tête et on n'est pas capable de s'entendre. Il y a une clause qui n'est pas mentionnée ici, qui s'appelle la clause d'inaliénabilité, qui lie les mains de l'entrepreneur, de l'investisseur à l'entreprise sur une durée chez Lita, ça va être sur une durée de 5 ans. Ça peut être différent pour d'autres investisseurs. Clause de liquidité, dans le sens inverse, les investisseurs qui investissent dans votre capital, vu que vous êtes une société qui est pas cotée, vos titres ne sont pas liquides et la valeur d'un bien ou d'un actif dépend du fait de sa liquidité aussi. Si jamais j'ai un diamant et que je suis entouré de gens qui n'ont
absolument pas d'argent et qui ne peuvent pas m'acheter ce truc-là et que j'ai pas la possibilité de me déplacer, bah, mon diamant ne vaut rien. Donc c'est un peu le même principe. Enfin, c'est un sale exemple que je viens de donner, mais c'est le seul truc qui m'est venu en tête. Mais c'est un peu l'offre et la demande. Et là, en l'occurrence, sur un titre non coté, bah, la demande n'a pas forcément connaissance que vous êtes en train de vendre vos titres. Et donc, du fait, il a moins de valeur. Donc on essaie d'encadrer aussi la liquidité de vos titres. Et il y a beaucoup d'investisseurs qui vont vous dire, nous, ce qu'on exige, c'est qu'à un horizon de 5 à 7 ans, on fasse sortir les investisseurs du capital de la société, donc que les titres soient refinancés. Donc dans les faits, c'est pas si compliqué que ça à faire, ça peut se faire par dette. Si vous faites une nouvelle levée de fonds parce que votre société continue de se développer, bah, vous allez pouvoir aussi taper sur des financeurs qui ont des plus gros moyens, qui sont en capacité de racheter ces titres-là. Pour ce qu'il en est des méthodes de valorisation, je ne sais pas si c'est un sujet qui vous intéresse, mais certainement c'est quelque chose qui vous intéressera rapidement. En vrai, il y a 35 000 méthodes qui existent dans le cadre de boîtes qui sont en phase d'amorçage ou dans des phases de développement qui sont peu matures. C'est très difficile de valoriser une société et toutes les solutions sont bancales pour une raison ou pour une autre. Donc la solution de valorisation par comparable, en fait, si jamais moi j'ai une boulangerie solidaire et qu'il y a une autre boulangerie solidaire qui s'est vendue juste à côté dans la même zone il y a de ça 1 an, bah, on fait à peu près la même activité. Lui, il fait 10 000 euros de chiffre d'affaires, il s'est vendu 100 000. Moi, je fais 20 000 euros de chiffre d'affaires. J'estime que ma boîte vaut 200 000 euros. Donc ça ne tient pas compte du fait que si ça se trouve, il y a des petites subtilités, vous avez un vrai avantage concurrentiel vis-à-vis de l'autre société. Bref, il y a forcément des failles, puisque si on investit dans votre société et pas dans l'autre, c'est pour une raison aussi. Et quand on fait une valorisation par comparable, c'est ce qu'on a tendance à omettre. Mais bon, dans les faits, ça se passe souvent comme ça. Nous, chez Lita, je parle de ce que je connais encore une fois, vu qu'on commence à avoir pas mal de sociétés en historique, on essaye, dans la mesure du possible, quand il y a une nouvelle société qui est analysée, de la comparer avec une autre entreprise qui est rentrée dans le portefeuille de Lita récemment. Et ça nous donne un peu de confort. Ça vous permettra jamais de trancher, mais ça vous donne un indicateur. Les multiples, donc ça c'est par rapport à, c'est un peu le même principe, c'est de l'information publique. Imaginons que je sois dans le secteur de l'immobilier, il y a un gros de l'immobilier qui est coté au CAC 40 ou sur une autre bourse. Bah, concrètement, moi j'ai accès, et vous avez accès aux données financières de cette société. Vous pouvez très rapidement en déduire à combien elle est valorisée. Dans tous les cas, vous pouvez estimer votre valorisation à partir de l'information publique. Pareil, même secteur d'activité, des chiffres d'affaires à peu près dans les mêmes ordres de grandeur, même structure de coûts, enfin le plus c'est comparable possible, le plus cette méthode de valorisation-là sera valorisée et écoutée. Discounted cash flow, donc là c'est le fait de se dire qu'on peut estimer la valeur d'une société par rapport à la somme des flux futurs qu'elle va générer. En gros, si... C'est un prévisionnel. ouais. Avec cette méthode-là, on part du principe que votre société vivra pendant les 100 prochaines années et qu'elle va, sur le BP, elle va se développer comme ça on le voit bien, sur les 5 premières années. Et puis après, on estime, avec plein d'hypothèses, qu'elle va évoluer comme ça sur le restant des années supplémentaires. Donc plus la société est mature, plus on aura de facilité à prévoir l'avenir et à l'envisager de manière à peu près stable. Dans le cadre d'une société qui est à vos stades de développement, c'est très bancal. Et si jamais un investisseur vous dit le DCF il sort ça, on n'en bouge pas, la plupart du temps, si on fait bouger une ou deux hypothèses, on se rend compte que la valeur fait x2 ou est divisée par 2. Donc regardez bien les hypothèses quand on vous présente un discounted cash flow. Et c'est ce qu'on fait nous aussi de notre côté quand un entrepreneur nous présente le sien. Les décodes d'illiquidité, c'est ce que je vous disais. Société peu liquide, elle a moins de valeur parce que son titre, vous allez avoir moins de facilité à adresser une demande. Même si la demande existe, le fait que je fasse connaître votre société auprès du grand public, ce ne sera jamais possible. Tout le monde ne sera pas au courant de la même manière que si c'était une société cotée. Donc il y a une décote d'illiquidité qui est souvent appliquée. Ne soyez pas surpris si jamais vous pouvez la voir. Et donc voilà, les critères d'impact, globalement, chez Lita, ce qu'on fait, c'est qu'on part du problème, on part de la problématique. Donc là,
C'est ce qu'on vous a appris aussi, je pense, quand on présente un pitch. On s'adresse à quel problème, il est de quelle ampleur, pourquoi est-ce qu'il est urgent, comment est-ce que les différents acteurs à l'heure actuelle essayent d'y répondre. S'il y a beaucoup d'acteurs qui sont positionnés, qu'est-ce qu'ils font pas très bien ou qu'est-ce qu'ils pourraient mieux faire et comment est-ce que moi, mon projet va y répondre. Donc là, l'idée, c'est pas de dire on adresse cette problématique-là. Pour un investisseur à impact, la plupart du temps, il va falloir être capable de démontrer que vous offrez quelque chose de plus, que vous n'êtes pas en train de forcément réinventer quelque chose qui existe déjà. Même si c'est très compliqué dans les faits de le prouver, de le démontrer au tout début, mais c'est l'idée que vous allez devoir être en mesure de vendre à l'investisseur. Le fait de dire, pour tant de ressources, il y a des projets qui existent et qui arrivent à tel impact. Moi, quand j'engage ces ressources-là, parce que j'ai un modèle qui est innovant, j'arrive à faire en sorte que des bénévoles agissent dans le cadre de cette activité de ma société. J'ai 2 ou 3 accompagnants qui sont pertinents à ce niveau-là et qui ne me facturent pas leurs prestations alors qu'ils m'aident énormément. Ça, c'est pas forcément des trucs extrêmement pérennes, mais qui peuvent justifier le fait que vous arrivez à vendre moins cher quelque chose qui apporte autant de valeur sociale, environnementale ou sociétale. Donc bref, c'est ça qu'on va devoir mesurer, c'est le facteur innovation sociale. Je vous conseille d'aller voir le site de la Vise, qui est une agence nationale qui publie énormément sur plein de sujets. C'est AVISE. Je ne me souviens plus ce que veut dire l'acronyme. Il publie énormément sur plein de sujets. France Active aussi, d'ailleurs, a énormément de publications techniques sur des sujets assez pointus qui sont très bien faits. C'est des petites fiches récap. Et vous aurez beaucoup de réponses à vos questions par ce biais.